Merci d'être avec nous sur la nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Hommage au député John Toumba, le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était présent aux obsèques, accompagné de la première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, pour consoler l'UNC du vice-premier ministre Vital Kamerhe, qui pleure ses hauts cadres de son parti politique, et aussi pour consoler toute la population du Kasaï central. Reportage. Bonne nouvelle pour la population de la ville de Kinshasa. Désormais, les consommateurs de pain Victoire seront servis avec une quantité de production de pain Kanga journée. Ceci après une semaine d'arrêt de travail suite à l'incendie causé par la cabine électrique aux installations de cette société de panification de Kinshasa. Dieu merci Kanza, reportage. Après un arrêt de travail pendant une semaine, suite à l'incendie des machines de production de pain causées par la cabine électrique à la société de panification Grand Moulin de Kinshasa, ex-Pain Victoire, la population quinoise et les vendeuses, mais aussi les dépositaires peuvent se réjouir à nouveau dû au rétablissement du courant électrique qui allait mettre à genoux la production et l'approvisionnement de pain Kanga journée dans le marché de la ville de Kinshasa. Bonjour. Pour commencer, je tiens à m'excuser auprès de tous les travailleurs et tous les consommateurs pour ce désagrément qui a passé ces derniers temps, qui nous a touchés. Nous sommes continuellement impressionnés par les résultats que vous réalisez pour jouer un rôle crucial dans la société, car votre travail est transformé en bénéfice. Satisfaits de la reprise des activités de production de distribution de pain, les dépositaires de cette société de panification n'ont pas manqué de féliciter le comité de gestion pour leur implication et les efforts consentis de mettre en marche les machines. Invité pour la circonstance, l'artiste musicien chrétien frère Patrice Ngoyi Moussoko a agrémenté la cérémonie devant une foule composée de travailleurs, vendeuses, vendeurs, sans oublier la population habitant la commune de Lingwala. C'était une occasion de remercier les autorités de cette entreprise de Pain Victoire pour avoir stoppé le chômage de nos compatriotes en respectant la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Un incendie s'est déclaré à Matadi, plus précisément au rond-point RTNC, faisant plusieurs dégâts matériels. L'imprudence d'un vendeur de carburant à côté d'une vendeuse de beignets serait à la base de cet incendie. Un commentaire de Alain Bekaï. Des traques des criminels et des Koulouna dans la vie de Matadi se poursuit. La patrouille mixte FARDC, police nationale, organisée par le maire de la ville de Matadi, Dominique Odiambete, produit déjà ses effets. Pour faire respecter l'autorité de l'État, lors de leur patrouille nocturne, les éléments des forces de l'ordre déployés sur le terrain ont visité tous les sanctuaires des inciviques situés dans les points chauds de Matadi pour dénicher tout c'est hors la loi. La population de la ville de Matadi qui s'est plaignée de la recrudescence de l'insécurité a encouragé le numéro 1 de cette ville à pourchasser ces inciviques jusqu'à leur dernier retranchement. Toujours dans la ville de Matadi, un fait s'est déclaré au rond-point RTNC dans la commune de Kikanda, occasionnant de lourds dégâts matériels sans faire de morts. Selon les témoins sur place, l'imprudence d'un vendeur de carburant à côté d'une vendeuse de beignets serait à la base de cet incendie. Vu l'ampleur du drame et l'incapacité de la population de maîtriser l'incendie, la mairie de la ville de Matadi a fait appel au camion d'anti-incendie d'une société de la place. Un ancien policier sapeur-pompier de la SCTP ex-Onatra, Dominique Odiambete, est entré dans la danse avec les secouristes pour éteindre les feux. Un geste loué par la population en détresse. Électrification du territoire de Walikale et les notables Rubens Mikindo a tenu un point de presse à ce sujet. Plus de 250 ménages vont bénéficier de l'énergie électrique. On l'écoute. De la période de 23 mois, le tas de sièges en Ituri sont indiscutablement approuvés dans tous les secteurs de la vie publique. On ne parlera plus de problèmes d'approvisionnement en énergie électrique dans l'alimentation de la chambre froide pour conserver des vaccins à l'hôpital général de référence de Bounia. Désormais, cela n'est plus que du passé,
grâce à l'achat de matériel approprié pour une meilleure réfrigération. 2 vaccins. Résultat du ferme engagement du lieutenant général Luboyanka Johnny, gouverneur de province, qui est celui d'accroître l'efficience et l'efficacité du système de santé. En Ituri, explique ce métenancier. On avait le problème de la mise à la terre pour protéger la machine contre les décharges électrostatiques. Puis on a déjà incorporé ça. On a mis ça sur les masses, c'est relié avec les sols là à l'extérieur. On avait aussi le problème des sectionnaires, système de commande qu'on a aussi remplacé. Ça c'est pour changer la ligne électrochimie et la ligne générateur. À part de cela, on a changé aussi la grande protection qui gère l'hôpital en général. C'est un sentiment de joie et de satisfaction pour le chef de division provinciale de la santé en Ituri. Nous remercions son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour tous les efforts qu'il fait dans le secteur santé. Il y a eu un bâtiment VIP où la capacité même d'accueil à l'hôpital a augmenté. Il y a eu aussi la réhabilitation de la maternité du centre de santé de référence de Bounia au niveau de la mairie. C'est que tout ce que les autorités font, ça entre dans la réponse de la couverture santé universelle qu'est le chef de l'État qui est en train de prôner. La santé n'a pas de prix du tout. C'est dans cette optique que depuis son avènement en Ituri, l'administration militaire ne cesse d'appuyer le secteur médical au travers plusieurs actions, notamment la réhabilitation de l'hôpital général de Bounia, le bâtiment VIP, la prise en charge holistique de l'unité médicale d'intervention rapide IMIR, la dotation en médicaments pour le centre médical évangélique de Nyakoundé, la construction du centre de réadaptation physique de Rwankole et tant d'autres actions salvatrices pour le bien-être intégral de la population iturienne. Corrigez avec moi, l'hôpital général de Bounia doté des matériels adéquats pour une meilleure alimentation de la chambre froide dans la conservation des vaccins. Électrification du territoire de Walikale, je l'ai dit, le notable Rubens Mikindo a tenu un point de presse à ce sujet. Plus de 250 ménages vont bénéficier de l'énergie électrique. On l'écoute. Première fois, le territoire de Walikale est électrifié. L'ampoule témoin a été allumée le mercredi dernier. C'est grâce à l'entreprise Ndouma Kasha. Son promoteur, Rubens Mikindo, l'a annoncé ce vendredi au cours d'une conférence de presse à Goma. En voyant les libéraux, il y a quelque chose sur le plan électrique, à Béni, à Rutshuru, n'en parlons pas d'ailleurs sur l'ensemble du territoire national. Le Rutshuru est le territoire qui est le mieux servi. Quand vous arrivez dans la ville de Goma, n'en parlons pas, vous avez plus ou moins 4 sociétés. Et nous nous sommes inspirés de ces sociétés-là qui existaient. Nous avons dit, créons aussi quelque chose. Nous avons créé Ndouma Kasha. Nous avons suivi toute la procédure et aujourd'hui Ndouma Kasha, c'est une société comme toutes les autres sociétés œuvrant dans le secteur de l'électricité. À côté de ses collaborateurs, les gérants et avocats juridiques, Rubens Mikindo confirme que le premier ménage sera accordé d'ici la semaine prochaine. Nous sommes déjà dans une bagatelle somme qui avoisine à peu près les $600 000 dans ces projets parce qu'il y a même des engins roulants que nous avons payés, tout et tout. Ça fait que nous voulons que ça soit une société viable. Avec une capacité de 45 kW, cette centrale en parc solaire va en premier temps servir 250 ménages. C'est une initiative des enfants du territoire ayant les soucis du développement local. Et puis le directeur général de la DGRAD, Jean Parfait Tabala, vient de boucler sa mission d'inspection économico-financière dans les Hautes-Ouélé. Il a également mené plusieurs activités, nous dit Nathalie Mboula. En cette première mission qu'il effectue dans les Hautes-Ouélé depuis sa prise de fonction, Jean Parfait Tabala se fait saluer au bas de la passerelle à Isiro par le directeur provincial Bilolo Wabilolo, accompagné de son personnel, avant de dévoiler l'objet de sa mission. Je suis là pour raison de service. Je suis en mission de service diligentée par son Excellence Monsieur le ministre des Finances nationales pour visiter nos services, une visite d'inspection de nos services installés ici, un échange de travail avec les administrations mobilisatrices des recettes non fiscales de l'État ainsi que les membres de la FEC. À l'issue de l'audience à lui accordée par le vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christian Pitanga Mangandro, le numéro 1 de la DGRAD s'est dit rassurant. Nous avons reçu l'encouragement, nous avons eu les assurances que nous pouvons exécuter notre mission sans
difficulté aucune. Nous avons également reçu les assurances de son accompagnement. Au nombre des activités menées au chef-lieu du Haut-Touélé, cette importante rencontre avec les responsables de tous les services d'assiette, y compris ceux de la FEC. Jean-Parfait Tabala précise. On a échangé ensemble avec les participants sur la procédure des recettes non fiscales de l'État. Nous avons échangé sur les réalisations de l'entité Haut-Touélé dans l'exercice 2022, également sur les priorités de 2023 en termes d'assignation. La province de l'Équateur dispose des capacités de production des poissons exceptionnelles. Elle dispose aussi d'un institut supérieur de pêche qui est pourtant abandonné à son triste sort. C'est le constat fait par notre reporter à Mbandaka, Delphin Ebois. En 2008, l'Institut supérieur de pêche Équateur est des rares établissements qui organisent les enseignements en sciences de santé maritime, en sciences agronomiques et environnement et en télédétection est logé dans le vieux internat de l'Institut de Mbandaka. À ce jour, ces complexes immobiliers qui forment les hauts cadres dans les domaines précités connaissent un état de dégradation très avancé au point de mettre en cause la qualité de l'enseignement. Ce sont des bâtiments pleins de fissures, sans toiture, ni porte, encore moins des fenêtres. Cet alma mater, qui ne reçoit aucune subvention de l'État, se trouve dans l'incapacité de se procurer des écritoires et des tableaux confortables, ainsi que des laboratoires en vue d'offrir un enseignement de qualité. Ces tableaux sombres contrastent malheureusement avec les potentialités halieutiques de la RDC qui préfère importer du poisson. Pourtant, les capacités de production sont certaines et passent notamment par la formation des hauts cadres en la matière. Ce constat est également fait par les nouveaux directeurs généraux de l'IS Pêche Mbandaka, professeur David Massamba Famodé, qui dit détenir un plan stratégique pour sauver cet alma mater. Je viens d'arriver à la tête de cette institution. Vous savez, la RDC ne pouvait pas perdre des milliards de dollars pour importer du poisson parce que les potentialités halieutiques sont scandaleuses ici. La balle se trouve dans les camps du gouvernement et ses partenaires pour faire de l'IS Pêche Mbandaka un établissement pilote et moderne dans le domaine de la pêche. Le directeur général de Cadeco est arrivé à Béni dans une mission officielle. Mbambu Mungole a sensibilisé la population à adhérer massivement à la Cadeco pour profiter aux promotions offertes à la population victime de l'insécurité. Suivez. Le député national Mbambu Mungole Juliette, DG de la Cadeco, l'autorité morale des partis politiques ACLP, est arrivé à Béni ce mercredi 12 avril 2023 dans une mission de chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est celle de faire adhérer la population du Grand Nord à la banque congolaise, la Cadeco. En fait, j'ai été envoyé d'abord par le chef de l'État. Je suis en mission de service pour relancer une promotion d'ouverture de 1000 comptes minimum pour les victimes de guerre, les mamans maraîchères et les petits entrepreneurs. Et cela par leur banque nationale, la Cadeco, qui est l'unique banque congolaise qui nous reste, par laquelle le président veut lutter contre la pauvreté, surtout dans des provinces en guerre. Donc nous sommes à Béni, le président tenait à ce que ce soit d'abord au Nord Kivu et particulièrement à Béni. L'honorable Mbambu Mungole a été accueilli par une marée humaine à l'entrée de la ville. Dans ces différents meetings, devant une pluie de la population venue pour l'attendre à l'esplanade de la mairie de Béni, le député national plusieurs fois élu a passé un message de compassion à la population innocente victime de l'insécurité avant de demander à cette dernière de capitaliser l'opportunité offerte pour bénéficier au crédit à la Cadeco après l'adhésion, mais aussi remplir les conditions d'éligibilité. Inauguration d'un laboratoire de l'INRB à Goma, une cérémonie présidée par le ministre de la Santé. Ce laboratoire assurera la surveillance et la riposte contre les maladies épidémiques. Ndolo Demazo.
L'inauguration du laboratoire Rodolphe Mérieux de l'Institut national des recherches biomédicales INRB ce jeudi 13 avril par le ministre de la Santé publique Dr Roger Kamba qui a salué les prouesses du Dr Jean-Jacques Muyembe avant d'indiquer que ce laboratoire assurera la surveillance et la riposte aux maladies épidémiques et à potentiel épidémique. Et donc le bon diagnostic dans la partie de l'Est qui est malheureusement frappé par beaucoup de problèmes. Pour toutes les populations, le laboratoire Mérieux est une aubaine. Et l'ouvrir aujourd'hui, l'inaugurer aujourd'hui, ça donne vraiment la quintessence du travail abattu par l'INRB et par le professeur Mouillet. Quand on a des bons amis, on doit aussi avoir des bons acteurs. Et les bons acteurs, ce sont tous nos travailleurs de la santé qui sont sur le terrain, toutes nos autorités locales qui permettent à ce que ce laboratoire fonctionne de manière optimale. Le docteur Muyembe a fait savoir que ce laboratoire est l'extension nationale de l'INRB Kinshasa. Il souhaite que l'INRB soit honoré ainsi que la fondation Mérieux. Mon souhait le plus ardent est que le nom de Mérieux soit respecté et honoré par les hommes et les femmes qui travailleront désormais dans ce laboratoire. Grâce à la qualité des analyses et de la recherche médicale qu'ils vont mener au sein de ce laboratoire. Cette inauguration a été suivie d'une visite guidée dans ces laboratoires en présence de plusieurs personnalités, entre autres les gouverneurs militaires Constant Dima, les présidents de la Fondation Mérieux Jean-Pierre Bossé, les représentants de l'ambassade de France, pour ne citer que... Place à présent à ces reportages de la campagne de sensibilisation sur l'investissement dans le secteur minier. Les missions de la Chambre des mines RDC sont d'une importance capitale car elles contribuent au développement économique national. Après la journée d'échange avec les femmes entrepreneurs, la Chambre des mines tient à poursuivre sa campagne de sensibilisation sur l'investissement dans les secteurs miniers. D'où la tenue de cette conférence de presse en présence de plusieurs personnalités, dont la conseillère du chef de l'État en charge de la jeunesse et les opérateurs économiques ainsi que les investisseurs. Occasion saisie par le président de la Chambre des mines, Louis Watoum, d'éclairer l'opinion sur l'importance du rôle que joue la Chambre des mines, qui est entre autres d'élaborer une politique durable des activités en RDC. C'est un secteur qui va sur plusieurs domaines, problèmes de logistique, d'énergie, parafiscalité, et la Chambre des mines est là pour servir. Elle est là pour porter la voix de cela. Les mines sont un accélérateur. C'est parce que c'est le seul domaine qui peut prendre une économie sous-développée et la propulser dans le carré des économiques émergents. Le secteur minier, porteur de croissance, mérite une attention particulière. Il est donc possible de créer des millionnaires congolais, a martelé la coordonnatrice de la Chambre des mines, Bernadette Pundumpia. Aujourd'hui, au travers de la loi sur la sous-traitance, nous avons de plus en plus de Congolais qui s'enrichissent et nous finirons par avoir des vrais investisseurs qui vont réellement investir. Nous voulons vraiment que les Congolais puissent devenir propriétaires des grandes entreprises minières. Par la même occasion, plusieurs intervenants ont partagé leurs expériences sur l'investissement dans différents domaines au cours de cette conférence. L'avenue du tourisme située le long du fleuve Congo revêt un caractère, comme le nom l'indique, touristique. Le bourgmestre d'Ngalema a lancé des travaux d'assainissement et de curage des caniveaux, nous dit Sédi Kenina. Des travaux qui se font de manière méthodique et selon les besoins. Ici, nous sommes sur l'avenue du tourisme qui a pris un coup du vieux et qui nécessite un coup de balai. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence du bourgmestre d'Ngaliema, Dieu merci Maïbazi Luanga, pour superviser les travaux d'assainissement. L'on désensable, l'on cure les caniveaux, l'on nettoie pour redorer de l'éclat à cette chaussée qui procure une belle vue sur le majestueux fleuve Congo aux usagers. C'est dans notre programmation et dans notre habitude de manière régulière. Aujourd'hui, nous avons programmé que nous puissions être au niveau de la route tourisme ou l'avenue tourisme communément appelée Nzelamai. On a vu quand même il y avait un peu de sable et de certains tas d'immondices que les gens environnants commençaient à jeter et nous avons dit non, que quand même la route où passent beaucoup d'autorités, mais c'est pour cette raison, au courant de la semaine, nous avons mis notre brigade d'assainissement ici pour faire l'éclairage. Nous pensons aussi un message à nos compatriotes qui utilisent cette avenue tourisme et les gens qui ont des parcelles sur l'avenue tourisme. Ça, c'est le dernier avertissement.
la semaine prochaine, nous allons passer ici. Nous allons maintenant commencer à faire le contrôle. On n'a pas voulu commencer par sanctionner sans pourtant nous-mêmes nous puissions faire quelque chose. L'autorité municipale adopte plusieurs approches pour assainir son entité administrative, y compris la manière forte pour dissuader les contrevenants. L'insécurité dans la commune de Mongafula, le bourgmestre de cette commune est déterminé à mettre la main sur ces hors-la-loi qui sèment la terreur dans sa juridiction. Anastasie Doumbou. C'est un document infalsifiable pour rendre fiable et viable la procédure de délivrance de titres aux opérateurs économiques du secteur du tourisme dans la ville-province de Kinshasa. Le ministre provincial du tourisme, Marcel Mokili, vient de procéder au lancement de la production des titres sécurisés et digitalisés des actes du tourisme. Une première dans ces secteurs au sein de l'administration urbaine de Kinshasa. Cette démarche va exclure du circuit fonctionnel du ministère provincial du tourisme les faux titres brandis par certains opérateurs économiques du secteur touristique. La ville a tenu à assainir ce secteur en mettant à la disposition des partenaires les imprimés de valeurs sécurisés et digitalisés qui permettront à toutes les deux parties de travailler dans un climat serein. Ces imprimés de valeurs permettront également aux partenaires d'être à l'abri des documents falsifiés, ramassés et surtout des tracasseries de toutes sortes. Les différents secteurs du tourisme ci-après, hôtellerie, restauration, agences de voyage, sites touristiques vont disposer désormais des documents fiables. Liant la parole à l'acte, le ministre provincial du tourisme a procédé à la remise symbolique des titres à quelques opérateurs économiques présents à cette cérémonie. Ces gestes augurent un avenir meilleur pour la collecte des recettes attendues de ces secteurs. Le directeur général adjoint de la CGT a visité le centre culturel que construit la Chine à Kinshasa, localisé en face du Palais du Peuple. Ce centre culturel sera le plus grand d'Afrique centrale et contiendra divers lieux de sciences dont l'Institut national des arts. Images et commentaires. Fonctionnant et réalisé à un bon rythme, ce sont là les premiers mots du directeur général adjoint de l'Agence congolaise de grands travaux après sa visite au site des travaux de construction du Centre culturel et artistique du Congo. Bâti sur une surface de 37 000 km², le Centre culturel et artistique du Congo est une méga infrastructure moderne qui sort des terres sur l'espace situé en face du Palais du Peuple à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu. Il sera le plus grand centre culturel de toute l'Afrique centrale. Toutes les grosses œuvres sont complètement réalisées, ce qui porte le taux d'exécution de ce projet à 80%. Le complexe culturel et artistique comprend un grand amphithéâtre de production avec une capacité totale de 3000 places, reparties en 2 salles distinctes, des bâtiments connexes, le bâtiment administratif, ainsi que les auditoires de l'Institut national des arts, en plus du lieu d'hébergement des professeurs. Pour un coût avoisinant les 80 millions de dollars américains financés par le gouvernement de la Chine, les travaux lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en 2019, se poursuivent normalement selon le calendrier publié par l'entreprise. L'inauguration est prévue pour le 27 décembre 2023 et après un mois d'observation, le transfert de l'ensemble à la RDC, clé en main, est prévu pour le 27 janvier 2024. Le plus haut lieu d'expression de la culture, voilà ce que la Chine a décidé d'offrir à la RDC pour souligner le parfait état des relations entre les deux pays, a fait savoir au directeur général adjoint de la CGT, M. Chris Deng, directeur général de Beijing Urban Construction Group pour l'Afrique du Nord et de l'Ouest, lors d'une présentation du projet qui a vécu dans la salle de réunion de l'entreprise. Clôture du mois de la femme à Chikapa, la Ligue des femmes du Parti dynamique pour la transformation du Congo, province du Kasaï, condamne fermement l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda et apporte son soutien au FARDC ainsi qu'au président de la République.
C'est dans la salle du temple El Shaddai de Chikapa, pleine comme un œuf et qui a refusé du monde, que ces femmes membres de la dynamique pour la transformation du Congo DTC en sigle, parti cher au député national Théo Kazadi Moïla, se sont réunis pour dire non et condamner fermement la guerre d'agression imposée à RDC par les terroristes du M23 et leur allié le Rwanda. Venus de toutes les fédérations de la province du Kasaï, ces femmes ont voulu à travers cette manifestation organisée à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes envoyer un message fort, alors très fort, à la communauté internationale. C'est moi. Nous l'avons passé en méditation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, étant donné que nos compatriotes des Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri sont victimes d'agressions de toutes genres et tueries, leur imposées par M23, appuyées par les Rwandais et d'autres groupes armés. Conscientes qu'il n'y a pas de développement sans la paix, ces femmes ont, à cette même occasion, réitéré leur soutien au FARDC et au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui petit à petit a dévoilé la face B du dirigeant rwandais. Rappelons que la DTC est un parti membre de l'Union sacrée de la nation et dont le président national est l'un de ceux qui ont été dans le peloton de tête de la révolution parlementaire qui a conduit à la création de l'Union sacrée. Présentation d'un modèle de croissance économique basé sur les effets des leviers pour la relance de l'économie nationale de la République démocratique du Congo, une proposition d'un jeune Congolais, Patrick Onoya, au corps scientifique et les étudiants de l'université de Kinshasa. Un commentaire d'Alain Mbikaï. Dans son modèle de croissance économique basé sur la création des effets de levier, les stratèges lobbyistes en investissement Patrick Onoya recommandent l'investissement par substitution aux importations pour la relance de l'économie nationale. Devant les corps scientifiques, académiques et étudiants de la faculté de l'économie de l'université de Kinshasa, ce cadre de l'IDPS a défendu son modèle économique circonscrit en 3 leviers, à savoir la financiarisation de l'économie, la promotion de la production locale et le protectionnisme. Dans le premier levier, Patrick Onoya revient à la notion de développement des marchés financiers en République démocratique du Congo pour répondre aux besoins d'investissement. Avec les leviers de la promotion de la production locale, les coordonnateurs des Actions Fati 2023 conseillent le gouvernement de la République de faire asseoir sa croissance économique dans la propulsion du secteur privé pour créer des millionnaires congolais, comme le veut les chefs de l'État. Les derniers leviers consistent à la facilitation douanière au secteur privé avec quelques mesures d'exonération. Nous avons fait une simulation pour dire que si nous arrivons à baisser les importations de 25%, cela pourra avoir un impact de doubler le produit intérieur brut de la République démocratique du Congo, qui actuellement est à 55 milliards, pourra aller vers 100 milliards si l'on tient compte du multiplicateur de Keynes qui peut nous amener à le faire. Nous proposons qu'il puisse exister un comité de structure économique, parce que les questions auxquelles nous avons réfléchi sont des questions structurelles. Pour sauver l'économie congolaise, les lobbyistes estiment que son schéma est très important, sinon indispensable. Pour terminer, suivez ces reportages sur la dotation des bons à ces élèves qui ont salué cet acte. Un acte de générosité pour l'Institut technique et scientifique des Bumbu. Geste signé Patrick Mouyaya Katemboué du ministre de la Communication et Médias. Un lot de 150 chaises en plastique a été remis aux responsables de cette école. Ce don qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions d'études des élèves. Cette dotation rencontre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation son champ de bataille à travers la gratuité de l'enseignement de base. Le responsable de l'école a pour sa part salué les donateurs pour ce geste combien louable et promis d'en faire bon usage. Il a émis enfin le vœu de voir cette initiative s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa. Un grand merci, Excellence, Monsieur le ministre, pour tous ces efforts que vous êtes en train de fournir pour la formation de nos affaires à l'école technique, industrielle et professionnelle de Bumbu. À la structure amie de Patrick Mouyaya, qui n'a cessé de venir régulièrement nous visiter pour que le projet d'aujourd'hui soit réalisé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne dans votre mission, qui est une mission lourde de former, et d'interpréter et de former, mais aussi d'aider
les enfants de notre pays qui doivent vous remplacer demain et après-demain. Des voix s'étaient levées pour décrier les situations dans lesquelles travaillent les enseignants dans cette école, suite notamment au manque de bons dans les établissements scolaires. Fin de ce journal réalisé par Dieu Merci Kanza, Pati Kwedi à la régie et Jean-Richard Koualé pour le concours rédactionnel. Retrouvez Sandra Nyangé à 20h pour la suite de l'actualité. Merci, au revoir.